Bonjour à toutes et à tous, je reprends enfin la théorie de Galois un petit peu, que j'avais laissé en suspens un certain temps. En fait, vous l'avez peut-être vu, mais il y a un moment j'ai posté une vidéo de théorie de Galois que j'ai retirée parce qu'en fait elle était vide. En fait j'ai perdu des rushs, donc j'étais un petit peu démotivé pour refaire exactement la même chose, mais bon là ça fait un bout de temps donc ça va mieux, je suis prêt à reprendre la théorie de Galois. Et en gros retourner une vidéo que j'ai déjà tournée, mais donc ce sera l'occasion de rajouter un petit peu des petits commentaires en plus et je serai plus à l'aise de manière générale pour vous raconter ça, donc c'est très bien aussi. Alors là en fait on arrive enfin au cœur de la théorie complètement. Donc je vous ai introduit, alors ça fait un petit bout de temps, donc n'hésitez pas à retourner voir les vidéos. Je vous ai introduit pas mal de choses qui sont les extensions de corps. On a parlé d'extension galoisienne. Alors je vous rappelle ce que ça veut dire une extension galoisienne. C'est une extension qui est telle que si je prends un élément de L, alors tous les conjugués de L sont aussi dans L. Ce que j'appelle les conjugués de L, c'est les racines, tous les conjugués de X. Si je prends un élément X dans L, tous les conjugués de X sont dans L. Et ce que j'appelle un conjugué de X, c'est une racine du polynôme minimal de X sur K. Donc voilà, une extension est galoisienne si elle vérifie cette propriété de stabilité par passage au conjugué. Donc ça, évidemment, c'est expliqué beaucoup plus en détail dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à retourner voir. Et on suppose que l'extension est finie aussi. Alors finie, ça veut dire que le K espace vectoriel L est de dimension finie. Donc c'est en gros juste dire que l'extension n'est pas trop grosse, elle est engendrée comme espace vectoriel sur K par un nombre fini d'éléments. Et on avait introduit le groupe de Galois de cette extension. Donc le groupe de Galois, on l'avait introduit dans le cadre d'une extension galoisienne finie. C'est le groupe des automorphismes de corps de L qui laissent fixer K. C'est-à-dire que pour tout X dans K, phi de X égale X. Okay, et phi laisse évidemment stable L, au sens où pour tout X dans L, phi de X reste dans L. Donc c'est ça, les éléments du groupe de Galois, c'est les automorphismes de L qui fixent K, qui sont évidemment munis d'une structure de groupe puisqu'on peut les composer. Et comme c'est des bijections, on peut avoir un inverse pour la composition. On l'avait introduit uniquement dans le cadre des extensions galoisiennes finies, parce que dans ce cas-là, on le comprend un peu plus. Plus précisément, on connaît son cardinal. On avait montré dans la vidéo précédente que le cardinal du groupe de Galois de L sur K, dans le cas où L sur K est une extension galoisienne finie, on avait montré que ce cardinal-là, c'était égal au degré de l'extension L sur K, c'est-à-dire la dimension de L comme K espace vectoriel. Voilà, je fais un petit peu de rappel quand même, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en a parlé. Donc maintenant, on arrive enfin vraiment au cœur, à mon avis, de la théorie de Galois, qui est donc ce théorème-là qu'on appelle la correspondance de Galois. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème-là? C'est, comme son nom l'indique, une correspondance. Une correspondance entre l'extension L sur K et son groupe de Galois. Plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une extension L sur K, on peut être intéressé par les corps qui se cachent entre les deux, entre K et L. C'est-à-dire l'ensemble des corps M, tels que K est inclus dans M, est inclus dans L. Voilà, c'est les corps qui se situent entre les deux. Et de la même manière, on peut s'intéresser, du point de vue du groupe de Galois L sur K, on peut s'intéresser par exemple à ces sous-groupes. La correspondance de Galois, elle nous dit que c'est la même chose, en fait. Ce que nous dit la correspondance de Galois, c'est que si je note G l'ensemble des sous-groupes de G et L l'ensemble des corps intermédiaires entre K et L, alors ces deux ensembles-là sont en bijection naturelle. Les deux bijections, elles sont données par ça. Alors qu'est-ce que ça dit? Si je prends un sous-groupe de G, donc c'est-à-dire un élément dans G ronde, j'appelle H, comment j'obtiens un sous-corps de L? Je peux prendre l'ensemble des éléments de L qui sont fixés par tous les automorphismes de H. Alors, je rappelle que H c'est un groupe de morphismes, donc on peut les appliquer aux éléments de L, et si on prend l'ensemble des éléments fixés par ce groupe, c'est évidemment un sous-groupe. Parce que les petits h sont des morphismes. Vous voyez que si x et y sont fixés par petit h, alors x plus y aussi, parce que petit h est un morphisme. Donc voilà comment obtenir un sous-corps de L à partir d'un sous-groupe de G. Ce sous-corps de L, il contient évidemment K, puisque tout le groupe de Galois fixe K. Donc si je prends un élément dans K, il est fixé par tous les morphismes de G, et en particulier par tous les morphismes de H. Donc ce truc-là, c'est bien un élément de L ronde. De la même manière, si je prends un élément de L ronde, c'est-à-dire un corps qui vérifie ça, comment je produis un sous-groupe du groupe de Galois? Je regarde le groupe de Galois de L sur M, c'est-à-dire le groupe des morphismes de L dans L, qui fixe non seulement K, ça c'est forcément le cas, puisque on veut trouver un sous-groupe de G, qui fixe non seulement K, mais aussi qui fixe M, c'est-à-dire que phi restreint à M est l'identité.
Et si vous prenez un morphisme comme ça de L dans L qui fixe M, bah évidemment il fixe K. Hein. Et alors là, évidemment, j'ai pas précisé, mais c'est automorphisme qu'on demande, pas juste un morphisme. Donc si je prends un morphisme de L dans L qui fixe M, c'est-à-dire tel que pour tout x dans M, phi de x égale x, alors automatiquement il fixe K, puisque K est contenu dans M. Donc ce truc-là, c'est bien un sous-groupe du groupe de Galois de L sur K. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Et donc ce que dit le théorème, bah, formellement, il dit que ces deux choses-là, c'est des bijections qui sont réciproques l'une de l'autre, et qui sont décroissantes. Alors le caractère décroissant, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à la main, ça je vais vous le laisser en exercice, je pense. Vous pouvez vérifier que ces deux bijections-là sont décroissantes. Ça, c'est pas décroissante au sens évidemment de l'inclusion. On peut en faire un à l'oral ici par exemple. Si vous prenez H' qui est inclus dans H, ok, H' inclus dans H, alors la question c'est est-ce que L puissance H est inclus dans L puissance H'? Bah, comment on fait? On prend un élément dans L puissance H, ok, il est fixé par tous les éléments de grand H, mais comme grand H contient grand H', il est en particulier fixé par tous les éléments de grand H'. Donc il est dans L puissance grand H'. Okay, donc vous voyez que la décroissance, c'est pas difficile. On l'a fait pour celui-là, vous pouvez le faire pour celui-là. C'est exactement le même genre d'argument. Nous, ce qui nous intéresse, c'est montrer que ces deux bijections-là sont réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire que phi rond psi est égal à psi rond phi est égal à l'identité. Bon, en fait, elles sont pas égales parce que c'est pas l'identité sur le même ensemble, mais peu importe. Donc l'idée, c'est de montrer que phi rond psi, c'est l'identité, et que psi rond phi, c'est l'identité. Alors, avant de faire ça, j'aimerais bien vous donner quand même un petit aperçu de comment se manifeste cette correspondance dans la pratique. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple d'un groupe et d'un corps. Le corps auquel on s'intéresse, c'est ce corps-là. Q, crochet racine cubique de 2, J. Ça, bah, il faudrait quand même que ce soit une extension galoisienne finie. Mais en fait, ça, on l'a vu la dernière fois. C'est une extension galoisienne parce que c'est l'extension de décomposition de polynôme x cube moins 2. Hein. Les racines de x cube moins 2, elles sont évidemment là-dedans, parce que c'est les racines cubiques de 2 fois j carré ou fois 1, par exemple. Et réciproquement, si vous prenez un élément là-dedans, vous pouvez l'écrire en fonction des racines de x cube moins 2. Je vous laisse vérifier, c'est pas très difficile. C'est l'extension de décomposition de ce truc-là, donc c'est galoisien. Et c'est évidemment fini, hein, je vous laisse trouver une base. Ce sera de degré 6. Donc on va pouvoir appliquer la correspondance de Galois à ce truc-là. Le groupe de Galois de ce truc-là, c'est S3. C'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois. On a que le groupe de Galois de... Bon, ce truc-là, je vais l'appeler L. Hein. Le groupe de Galois de L sur Q, c'est S3. Alors évidemment, le groupe de Galois de cette chose-là, ça ne veut rien dire. C'est le groupe de Galois de cette chose-là comme extension de Q. Okay. Donc là, on regarde cette chose-là comme extension de Q. Le groupe de Galois, c'est S3. Bon, bah, j'ai dessiné le treillis de S3 à côté. Le treillis de S3, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des sous-groupes de S3 reliés par inclusion. Donc le plus gros, bah, c'est S3. Le plus petit, c'est juste l'élément neutre. Okay. Et les groupes intermédiaires, bah, vous avez les groupes cycliques d'ordre 2 engendrés par les transpositions. Et vous avez un unique groupe cyclique d'ordre 3, qui est en fait A3, le groupe alterné, et qui est engendré, lui, par les 3 cycles. En fait, qui est composé exclusivement des 3 cycles et de l'identité. Il y a 3 éléments dans ce groupe-là. Alors, bah, maintenant, la question c'est qu'est-ce que va nous dire la correspondance de Galois là-dessus? La correspondance de Galois, elle nous dit qu'il y a une bijection décroissante entre ces machins-là et ces machins-là. Bah, manifestement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments des deux côtés, donc c'est pas déconnant d'avoir une bijection entre les deux. Et en fait, vous voyez que bah, il y a une structure qui apparaît très nettement ici. Vous voyez que si je retourne ce machin-là, j'obtiens ce machin-là. Essentiellement. Et donc ça nous dit que la bijection de Galois, en fait, c'est relier ce truc-là à ce truc-là. Alors ce truc-là, ce sera toujours le cas, hein, puisque vous cherchez une bijection décroissante, donc il faut relier le plus gros au plus petit. Hein. De la même manière, celui-là, il va être relié à celui-là. Et si vous vérifiez formellement, hein, bah, par exemple, ici, vous cherchez, donc si vous reprenez votre bijection ici, à H, vous associez l'ensemble des éléments qui sont fixés par H, par exemple. Bah, si vous prenez H, le groupe trivial, vous cherchez l'ensemble des éléments qui sont fixés par le groupe trivial,
c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont fixés par l'identité, bah évidemment il y a tout le monde. Vous voyez que ces deux trucs-là, ils sont bien reliés entre eux. De la même manière, ces deux trucs-là, ils sont vérifiés entre eux, vous pouvez vérifier. Donc par exemple en disant que le groupe associé à Q, c'est l'ensemble des éléments du groupe qui fixent tout Q. Le truc, c'est que tous les éléments du groupe fixent Q, hein, parce que c'est le groupe de Galois. Donc vous obtenez tout le groupe. Okay, et de la même manière, vous allez avoir que ces trucs-là, ces trois-là, ils vont être liés à ces trois-là. Okay, et le dernier qui est tout seul de chaque côté, ils vont être liés ensemble. Okay, par la correspondance de Galois. Et en fait là, il se passe des choses intéressantes, puisque si ici vous écrivez l'indice de ce groupe-là dans ce groupe-là, c'est-à-dire le quotient du cardinal de ça par le quotient du cardinal de ça, vous obtenez 2, et qui est le même 2 qui apparaît ici. Okay, et le 2 ici, c'est le degré de cette extension par rapport à cette extension. De la même manière, ici, le degré de l'extension ici, c'est 3. Okay, et ça correspond au 3 qui est ici, qui est le quotient du cardinal de ce groupe-là par le cardinal de ce groupe-là. Et là, vous avez des 3 aussi. Vous avez des 3 qui correspondent ici aussi. Maintenant, ici, le degré de l'extension ça sur ça, c'est 2. Hein, parce que vous avez juste à rajouter j, et j, il est racine d'un polynôme de degré 2. Okay, donc on a un degré 2 ici. Et ça correspond à l'indice 2 ici. Qui est essentiellement dire que le groupe trivial est d'indice 2 dans le groupe engendré par une transposition. De la même manière, vous avez des 2 ici. Et des 2 ici. Et ici, vous avez un 3. Je vous laisse vérifier. Là, essentiellement, vous rajoutez racine cubique de 2, qui va être racine d'un polynôme irréductible de degré 3. Donc, vous obtenez un degré 3 pour l'extension ici. Et ça correspond au fait que ce groupe-là est de cardinal 3. Voilà. Donc, en fait, en plus de la bijection, vous avez même des identités, des égalités entre degrés et... entre degré des extensions et cardinal des groupes ou cardinal des quotients, si vous voulez. Donc, en fait, le truc qui va apparaître naturellement, c'est que si je prends H, un sous-groupe de G, en fait, on va avoir que le degré de cette extension-là, c'est le cardinal de H. Okay, donc là, L puissance H, c'est l'ensemble des éléments qui sont fixés par H. Donc vous attendez à ce que ça ait un certain degré, cette extension, qui va être un degré fini, hein, parce que ce truc-là, ça contient H. Et en fait, ce degré, ça va être le cardinal de H. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lemme d'Artin. Et on en aura besoin pour la preuve de la correspondance de Galois, mais le lemme d'Artin, je préfère le démontrer dans dans la prochaine vidéo. On fera la preuve de la correspondance de Galois aujourd'hui en admettant le lemme d'Artin, puis on prouvera le lemme d'Artin à la fin. Voilà, donc revenons un petit peu à notre correspondance de Galois. Donc bon, on a ces deux bijections, on va montrer qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Il y a juste un petit truc que j'ai passé sous le tapis et que j'aimerais bien expliquer maintenant, c'est cette chose-là. Comment on sait que ça veut dire quelque chose de prendre le groupe de Galois de L sur M? Parce que pour définir le groupe de Galois, moi j'ai quand même supposé que les extensions étaient galoisiennes et finies. Et en fait ça va marcher. L sur M, c'est bien une extension galoisienne finie si je prends M qui est comprise entre K et L. Déjà, par multiplicativité des degrés, vous savez que le degré de L sur M, ça va être le degré, alors que je ne me trompe pas, de L sur K sur le degré de M sur K. Okay, et ça, c'est bien fini, hein, parce que ce truc-là, c'est fini. Hein, ça, c'est juste par hypothèse, l'extension est galoisienne finie. Et ce truc-là, c'est fini aussi, parce que M est incluse dans L. Donc c'est un sous-K espace vectoriel de L. Donc c'est aussi un truc fini, évidemment. Ok, donc finalement, L sur M est bien fini. Et pour pouvoir parler de son groupe de Galois, il faudrait quand même vérifier qu'elle est galoisienne. Hein. Et pourquoi elle est galoisienne? C'est parce que si je prends X dans L, un M conjugué, juste un élément, pour l'instant, et si je prends Y dans C, un M conjugué de X, alors Y c'est une racine du polynôme minimal de X sur M, mais le polynôme minimal de X sur M divise le polynôme minimal de X sur K. Et donc, Y est un K conjugué de X. Et donc là, vous utilisez le fait que L sur K est galoisienne,
Et donc vous avez que y est dans L. Ok, donc l'extension elle est bien finie et galoisienne. Ok, donc on peut bien parler de groupe de Galois, tout va bien. Voilà, donc ça c'était le tout petit truc que j'ai passé sous le tapis, que je voulais expliciter avant de passer à autre chose. Maintenant, on va prouver le théorème. Alors comme je vous l'ai dit, on va pas le prouver complètement, on va le prouver en admettant le lemme d'Artin, et on démontrera le lemme d'Artin la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que dit le lemme d'Artin? Il dit que si, on va dire, L est on va dire, un sous-corps de C, ce sera suffisant, et H, un sous-groupe fini du groupe des automorphismes de L, ok, donc automorphisme de corps, alors vous pouvez regarder le corps L puissance H, qui est l'ensemble des éléments de L qui sont fixés par H. Ça fait un corps parce que H c'est un groupe de morphisme, c'est un groupe d'automorphisme. Et vous pouvez regarder le degré de L par rapport à ce corps-là. Évidemment, L est plus grand que ça. Hein, parce que si vous êtes dans L et fixé par H, vous êtes dans L. Et le degré, qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas 40 000 solutions, c'est le cardinal de H. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lemme d'Artin. Voilà. Alors maintenant, on va démontrer le théorème en admettant le lemme d'Artin. Et puis on prouvera le lemme d'Artin la prochaine fois, comme je vous l'ai annoncé. Alors, on a ces deux bijections-là, et on va montrer qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il faut montrer que phi rond psi égale l'identité, et psi rond phi égale l'identité. Ok, bon là je sais pas trop laquelle est le plus facile, donc je vais tirer au sort. On va commencer par phi rond psi égale l'identité. Ok, alors phi rond psi, ça va de L dans G, puis de G dans L, donc ça va de L dans L. Ok, donc soit M, un élément de grand L, c'est-à-dire un sous-corps de L qui contient K, alors on a que phi rond psi de M, vous voyez que psi ça l'envoie sur le groupe de Galois, phi ça met L à la puissance ce truc, et donc ce qu'on obtient là c'est L puissance le groupe de Galois de L sur M. Et donc maintenant, nous ce qu'on va faire c'est on va montrer cette égalité-là. Alors avec ces trucs-là, il y a toujours une des deux inclusions qui est triviale. Ça marche toujours comme ça, il y a une des inclusions qui est triviale et l'autre qui est super dure. Alors ici, il faut deviner laquelle est triviale. Vous voyez que si je prends un élément de M, est-ce que il va être dans L puissance égale de L sur M? En fait oui, tout simplement. Si X est dans M, alors pour tout phi dans le groupe de Galois, on a phi de X égale X. Hein, c'est la définition du groupe de Galois. Donc du coup, X il est bien dans L puissance le groupe de Galois. C'est-à-dire l'ensemble des éléments fixés par le groupe de Galois. Ok, donc finalement cette inclusion-là, c'est très bien. C'est l'inclusion dans l'autre sens qui est difficile. Et pour l'inclusion dans l'autre sens, on va pas la démontrer directement, on va plutôt montrer une égalité sur les degrés qui va nous permettre de conclure essentiellement un argument du type si on a deux espaces vectoriels emboîtés qui ont la même dimension, alors c'est les mêmes. C'est ça qu'on va faire. Ok, mais pour ça on utilise le lemme d'Artin. On a réciproquement. Alors du coup, juste là je vais écrire 1, là on fait la première, et puis après on fera la deuxième. Donc on a réciproquement que, là on va essayer d'utiliser le lemme d'Artin. Le lemme d'Artin nous dit que L, par rapport à L puissance H, son degré, c'est le cardinal du groupe. On va essayer de faire ça avec ce truc-là. Donc, le degré de ça, qu'est-ce que c'est? C'est le cardinal du groupe de Galois. Donc là, j'utilise le lemme d'Artin. Et ça, on a vu dans les précédentes vidéos que le cardinal du groupe de Galois, c'est juste le degré de l'extension. Ok? Donc vous voyez que le degré de L par rapport à ce truc-là, c'est le même que le degré de L par rapport à M, donc il y a de très bonnes chances que ces deux trucs-là soient égaux. On va quand même le démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On sait que M est quand même inclus dans celui-là. Ok? Donc ici, on va pouvoir splitter ce truc-là en deux par multiplicativité des degrés.
Et donc on obtient L par rapport à M, ça, c'est égal à ce truc-là. Ok. Donc là, j'écris juste ce qu'on vient de faire. Et ce truc-là, je le split par multiplicativité des degrés. Quoique non, excusez-moi. C'est celui-là que je split par multiplicativité des degrés. Excusez-moi. Donc ça, c'est L par rapport à L puissance le groupe de Galois. C'est ça. Fois L puissance le groupe de Galois par rapport à M. Ok. Bon, vous simplifiez, hein, évidemment, c'est pas des espaces triviaux. Hein. Enfin, la dimension est évidemment nulle, hein, parce que, bah, par exemple, donc, vous avez que ce truc-là, c'est contenu dans L, donc le truc est au moins aussi gros que L par rapport à L, donc c'est au moins aussi gros que 1. Alors, peu importe, il y a plein de manières de voir ça. Et donc, à partir de là, vous obtenez donc que cette chose-là, c'est égal à 1. Ok. Et donc, du coup, comme ce truc-là, c'est un espace vectoriel de dimension 1 sur ce truc-là, c'est juste une droite, et donc en fait, il y a égalité. On a donc M égale L puissance le groupe de Galois de L sur M. Parce qu'on a une inclusion dans un sens et une égalité sur les dimensions. Et donc ça montre bien la première identité, phi rho psi égale l'identité. Ok, bah maintenant on va faire le deuxième. La deuxième qu'on veut montrer, c'est que cette fois-ci, psi rho phi égale l'identité. Comment on fait ça? Bah exactement le même genre d'argument. Il va y avoir une inclusion qui est triviale, et l'autre on va l'attraper par des égalités, cette fois-ci non plus sur les degrés, puisqu'on va travailler sur des groupes, mais sur les cardinaux. Ok, bon, bah qu'est-ce qui se passe? Bah cette fois-ci, on va de G dans G. Ok, donc soit H, un sous-groupe de G. On a que psi rho phi, je vous laisse vérifier, psi rho phi de H. Bah du coup, phi de H, ça va être L puissance H, et on prend le groupe de Galois de ce truc-là, donc ça va donner cette chose-là. Ok, et maintenant la question c'est, est-ce que cette chose-là est égale à H? Encore une fois, il va y avoir une inclusion qui est triviale. Alors laquelle ça va être? Bah si je prends un élément de H, alors, pour tout x dans L puissance H, on a h de x égale x. Donc finalement, h c'est un automorphisme de L qui fixe ce corps-là, bah donc il est dans le groupe de Galois. Donc encore une fois, il y a une inclusion qui est triviale. On a montré cette chose-là. Ok, bah comment on fait la réciproque? Bah par égalité sur les cardinaux. Ces deux trucs-là, c'est des groupes finis. Ok, bah, par exemple, tout simplement parce que c'est des sous-groupes de G. Ok, les deux sont clairement des sous-groupes de G. Donc ils sont finis, et donc bah, on a une inclusion, donc il suffit de montrer l'égalité des cardinaux. Donc on montre l'égalité des cardinaux. Et bah comment on fait ça? Bah avec le lemme d'Artin. Hein. Première étape, ce truc-là, c'est le groupe de Galois d'une extension galoisienne finie, donc c'est égal au degré de l'extension galoisienne finie. Et là, on retrouve le setup du lemme d'Artin, donc ça, on sait que c'est égal au cardinal de H. Et donc finalement, on a des groupes finis, une inclusion et l'égalité des cardinaux. Donc finalement, on a égalité des groupes. Et ça termine, modulo le lemme d'Artin, la preuve de la correspondance de Galois. Donc la prochaine fois, on prouvera ce fameux lemme d'Artin, qui est en fait le point clé de la démonstration. Hein. C'est en fait le point difficile. Là, tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de... Il y a très peu de vrais arguments, si vous voulez. Il y a quand même la petite astuce de remarquer qu'il y a une inclusion qui est triviale et l'autre qu'on obtient par égalité. Mais bah, pour obtenir cette égalité, c'est là qu'il faut travailler, cette égalité de cardinaux, cette égalité de degrés. C'est là qu'il faut travailler parce que bah, c'est pas du tout évident que cette égalité-là est pas du tout évidente. Et en fait, c'est cette égalité-là qui est le cœur de la preuve de la correspondance de Galois, égalité qu'on n'a pas encore prouvée et qu'on prouvera la prochaine fois. Et ce sera donc le fameux lemme d'Artin.
Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. La correspondance de Galois, donc c'est vraiment c'est le théorème central en théorie de Galois. C'est pas un théorème qu'on applique ponctuellement, c'est un théorème que quand on fait de la théorie de Galois qu'on a tout le temps en tête et on passe tout le temps de corps à sous-groupe de manière interchangeable et voilà, on travaille sur les sous-groupes pour obtenir des informations sur les corps, voire même parfois réciproquement, on peut travailler sur les corps pour obtenir des informations sur les groupes, mais c'est beaucoup plus rare. Et bah, ce genre de choses nous servira notamment de manière assez industrielle quand on travaillera à la résolution des équations par radicaux. Donc là, le programme de la suite, ça va être de démontrer ce lemme d'Artin et éventuellement faire quelques petits exemples de calcul de groupes de Galois et l'utilisation de la correspondance de Galois. Et après, on va enfin arriver au morceau le morceau le plus publicitaire pour la théorie de Galois, qui est donc la résolution des équations par radicaux. Donc on montrera que le fait qu'une équation soit résolue par radicaux, donc par exemple un polynôme soit résolu par radicaux, c'est-à-dire que les racines de ce polynôme puissent s'obtenir par des radicaux, ça impose beaucoup de choses sur l'extension de décomposition de ce polynôme-là, donc l'extension par rapport à Q par exemple, et les choses que ça impose sur cette extension imposent des choses sur le groupe de Galois, puisqu'on a une correspondance extrêmement explicite entre l'extension et le groupe de Galois. On a une correspondance très claire entre ce qui se passe à l'intérieur de l'extension et ce qui se passe à l'intérieur du groupe de Galois. Et donc, le fait que l'extension soit résolue par radicaux impose des choses importantes sur l'extension, qui elle-même impose des choses importantes sur le groupe de Galois. Et ça, on va voir que au degré 5, il y a certains groupes de Galois qui ne vérifient pas ces choses-là, et donc c'est que l'extension ne peut pas être résolue par radicaux. Voilà, donc ça, ce sera pour un bout de temps. Je tease un petit peu. En attendant, on va prouver le lemme d'Artin, faire quelques exemples, et puis après on attaquera enfin la résolution par radicaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt.